Bonjour à tous, mon nom est Benoît Leguet, je suis le directeur général d'I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, et par ailleurs membre du Haut Conseil pour le climat. Bienvenue à la 20e heure des 24 heures du climat, une table ronde, un duo. Nous aurons deux intervenants que je vais présenter dans quelques secondes pour parler d'un thème qui nous est cher, la taxe carbone sur l'énergie. Faut-il la relancer avec un point d'interrogation derrière ? Débat peut-être d'actualité alors que il y a un petit sujet autour du prix des énergies qui s'affole. Alors les deux intervenants que nous aurons aujourd'hui sont Carole Legall, qui alors en anglais de Total Energy, qui en anglais est Sustainable and Climate Senior Vice President chez Total Energy. Bonjour Carole. Climat et développement durable en français. Parfait. Merci Carole. Bonjour. Et nous aurons également Antoine Guilloux, qui est coordinateur du pôle énergie et climat chez Terra Nova. Antoine, bonjour. Bonjour. Bien, alors je vais faire une petite intro en tant que modérateur et j'essaierai ensuite de modérer les ardeurs de nos deux intervenants. Et puis une fois qu'on aura épuisé les deux intervenants, mais pas la salle, on passera à des questions de la salle. Avant de rendre l'antenne dans moins de 45 minutes maintenant. Donc peut-être, pour faire un petit rappel des épisodes précédents, peut-être, donc vous avez en tête, j'imagine, l'épisode taxe carbone de 2018, les gilets jaunes qui, quelque part, s'offusquaient, peut-être à raison, qu'on leur impose une taxe carbone sans comprendre vraiment quels étaient les tenants et les aboutissants de la taxe carbone, à quoi servait l'argent qui était prélevé, et puis accessoirement, qu'est-ce que ça changeait chez eux, puisque finalement ils étaient coincés. Comme il disait, on n'a pas le choix, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas d'alternative, donc on est obligé de prendre la voiture et de payer à chaque fois qu'on passe à la pompe. Donc voilà, ça c'était épisode, disons, taxe carbone qui du coup, dont la hausse prévue a été enrayée. Il y a pour autant toujours une taxe carbone en France, j'aime à le rappeler. Simplement, il y a eu une pause dans l'augmentation du taux de la taxe carbone. Vous avez lu également, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt cet été, le rapport Tirole-Blanchard qui parle du prix du carbone. Donc le rapport Tirole-Blanchard qui est le rapport que le président de la République a demandé à une commission d'économistes pilotée par Jean Tirole et Olivier Blanchard pour répondre à la question quels sont les grands défis auxquels la France est confrontée, les grands défis de demain. Et parmi les grands défis était identifié le changement climatique. Et la réponse de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard, c'est il faut mettre en place un prix du carbone, une tarification du carbone qui soit accompagnée d'une intensification dans la recherche et développement, des mesures complémentaires, de la compensation pour les perdants et une action internationale parce que la France et l'Europe ne sont pas une île et donc il ne faut pas que la France aille seule dans la voie, mais disons l'alpha et l'oméga de la lutte contre le changement climatique, c'est avant tout cette tarification du carbone, bien pensée, etc. Donc voilà, gilet jaune d'un côté, Tirole-Blanchard de l'autre, et donc question que je pose sans embâche à mes deux intervenants, donc question de la table ronde, faut-il relancer la taxe carbone sur l'énergie ? Et alors, j'aurais tendance à vouloir décliner cette question secteur par secteur. Quand on dit énergie, on pense évidemment mobilité, on pense logement, on pense industrie, on pense également agriculture. Mais voilà, il y a peut-être un sujet mobilité, puisque c'était peut-être ça qui était derrière la taxe carbone de ces dernières années et les gilets jaunes. Mais la question que j'aurais déjà envie de vous poser, c'est, alors la taxe carbone, faut-il la relancer ? Oui, non ou oui mais. Et je vais vous demander une réponse donc en un seul mot, oui, non ou oui mais en un mot. Carole. On ne vous entend pas, Carole. Pardon, on avait coupé mon micro. Oui, mais comme ça a été dit, je pense qu'il faut transformer la demande, donc c'est clair, et je serais complètement aligné avec le rapport Blanchard-Tirole. En revanche, bien sûr, c'est nécessaire, mais pas suffisant, et c'est effectivement très important de pouvoir proposer des alternatives, et c'est d'ailleurs pour ça qu'un groupe comme Total Energy investit massivement dans les recharges électriques, dans les renouvelables électriques, dans les biofuels, dans les Sustainable Aviation Fuels, pour qu'on puisse avoir une alternative à de l'énergie carbonée. Okay, merci Antoine, même question de façon très courte.
La taxe carbone, il faut la relancer, oui, non, oui, mais… Je vais respecter la règle en un seul mot, mais je dirais peut-être. Je pense qu'effectivement, la taxe carbone, c'est un outil important dans la lutte contre le changement climatique, et donc on pourrait envisager de la relancer, mais il y a un certain nombre de conditions sur lesquelles on pourra revenir pour qu'à mon sens, cela soit possible. Mais c'est pas indispensable. Il y a aussi d'autres mesures qui peuvent permettre d'aboutir peut-être à nos objectifs de réduction des émissions sans la taxe carbone. Donc peut-être. Ok. Eh bien, on va commencer donc avec ces quelques mots d'introduction. Carole, alors vous parliez de modifier la demande. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu préciser qu'est-ce que vous entendez par ça? J'imagine c'était peut-être quand je disais voilà, il n'y a pas d'alternative, on est obligé de prendre la voiture, c'est peut-être à ça que vous faisiez référence. Est-ce que vous pouviez peut-être un peu préciser, disons, Oui, ce je pense point? que c'est logique. Enfin, c'est pour ça, le sujet de la taxe carbone, il vient de quelque chose qui est quand même assez logique, c'est de payer pour ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand on consomme des énergies carbonées, on émet du CO2. Et c'est important finalement que aujourd'hui, cette externalité, on lui donne un prix, un coût. Donc sur le principe, je pense que c'est quand même assez logique d'introduire une taxe carbone. Alors après, et c'est comme ça qu'on va pouvoir rendre du coup plus compétitifs d'autres alternatives qui sont plus de sobriété, plus d'efficacité ou plus d'alternatives renouvelables. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut que la demande prenne en compte le coût d'utilisation de ces énergies. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est quand même pas un consensus au niveau mondial, quand on regarde l'ensemble des énergies carbonées, on se rend compte qu'en fait, malheureusement, au niveau mondial, il y a très peu de taxes sur le charbon et quasiment pas de taxes non plus sur les carburants d'aviation et ni non plus sur les carburants utilisés dans le transport maritime. Donc, je crois que ça fait partie des sujets, évidemment, qui sont à voir, je dirais même au niveau mondial, justement. Si on veut agir réussir à faire baisser ces émissions de carbone, est-ce qu'on peut atteindre un consensus pour qu'un certain nombre d'énergies qui sont utilisées dans les échanges internationaux soient effectivement taxées, enfin, au sens et le prix finalement le coût réel de leur impact. Je vous donne des prix, des coûts. On a regardé sur 44 pays OCDE. La moyenne de l'équivalent en taxes, alors ça ne s'appelle pas toujours taxe carbone parce que parfois ce sont des taxes qui portent d'autres noms et qui reviennent à ça, sur l'essence est à peu près à 86 € par tonne de CO2, c'est des chiffres de 2018, ça a pu bouger un petit peu, mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Sur le diesel, on est à 76 € par tonne de CO2, et sur le kérosène, on est à moins de 5, et sur le charbon, on est à moins de 1. Donc, ça veut dire qu'il y a là, sur ces sujets-là, du charbon et du kérosène, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire pour rehausser la prise en compte de leur réel impact environnemental en termes d'émissions de CO2. Et pour ce qui est des transports par route, donc de l'essence et du diesel, on voit que là aussi, il y a des différences extrêmement importantes selon les pays. Alors là encore, je prends un prix en euros par tonne de CO2 qui est toute taxe comprise, en fait, parce que, encore une fois, ça s'appelle parfois carbone et puis parfois d'autres noms. Mais au Royaume-Uni, par exemple, on est à 265 € par tonne de CO2 sur le gasoil, enfin sur l'essence. En France, on est à 220. En Inde, on est à 80. En Chine, on est à 65. Aux États-Unis, on est à 45. Donc, on voit qu'il y a déjà des grandes variations entre pays sur la façon d'intégrer cette taxe carbone dans les enjeux de mobilité terrestre. Et d'ailleurs, en France, compte tenu aussi de la TVA, on sera plutôt autour, si on rajoute la TVA aux autres taxes, autour d'environ 300 € par tonne de CO2 sur l'essence. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'un certain nombre de pays, et je n'ai pas cité, je n'avais pas les chiffres là, peut-être au Danemark ou quoi que si, la Suède, je l'ai, et elle est à moins de 200, donc finalement un peu inférieure à la France. Mais on voit bien qu'on a, notamment en Europe, déjà quand même, c'est vrai, pris
considération cet outil qu'est la taxe carbone. Et sans doute qu'un des gros enjeux, c'est de faire partager cette vision à d'autres de nos citoyens du monde. Et puis, encore une fois, aussi, notamment sur les échanges internationaux. Et comme on se l'est dit tout à l'heure, on sait que justement, ce qui sans doute freine la diffusion très large de ces tonnes de CO2 sur les énergies, c'est effectivement d'avoir des alternatives et d'être capable de pouvoir accompagner ces niveaux de prix en fonction des alternatives qui sont proposées aux habitants, aux populations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont envie de se développer, c'est bien normal, et du coup utilisent l'énergie la moins chère, qui est aujourd'hui le charbon pour faire de l'électricité. Ok, donc premier élément de réponse, oui, on peut relancer la taxe carbone déjà sur tout ce qui est transport international, on va dire, et puis les transports routiers, assurer une convergence, si je comprends bien, ou en tout cas essayer d'organiser une convergence des prix entre les différents pays. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment fait-on pour ça? Peut-être de façon rapide, enfin, c'est à qui on parle, entre guillemets. La taxe carbone en France, on voit très bien à qui on pourrait parler. Mais assurer une convergence des prix au niveau international, c'est quel numéro de téléphone? Voilà, comme disait Kissinger, quel numéro de téléphone on appelle? Voilà. Peut-être rapidement, si vous avez une idée, ou même si vous pouvez dire, voilà, vous avez aussi le droit de dire, je botte en touche. Voilà. Je pense qu'actuellement, les discussions sur ce problème de réchauffement climatique, c'est quand même un problème mondial. Ça demande sans doute aussi des actions qui seront mondiales et qui seront coordonnées, concertées, des compromis. Mais c'est avec des compromis forts, je pense qu'on trouvera effectivement des chemins pour résoudre la situation actuelle. En tout cas, ce qu'on sait tous, c'est qu'on ne peut pas rester dans une situation actuelle, que naturellement, les choses ne vont pas se résoudre d'elles-mêmes. Il faut donc un certain nombre d'investissements et de modifications du cadre économique pour qu'on arrive à effectivement se mettre sur une trajectoire décarbonée. Donc, comme Antoine, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Je pense que la taxe carbone, il ne faut pas que ce soit non plus un tabou. Je pense qu'il faut au contraire montrer que ça existe déjà, en fait. Ça existe dans beaucoup de pays. Ça a plutôt fait progresser l'efficacité économique, l'efficacité carbone de notre façon de vivre. Donc, c'est un outil. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Maintenant, on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi, comme d'ailleurs le rapport Blanchard-Tirole le dit aussi, prévoir toutes les mesures d'accompagnement. Dès lors qu'on fait changer ce cadre économique, eh bien, il faut évidemment l'accompagner, il faut accompagner ceux qui sont en difficulté face à ce changement, il faut accompagner ceux qui sont en lead et qui sont prêts à aller plus loin pour offrir des alternatives dans ce changement. Ok, parfait. Et du coup, Antoine, je vais te passer le bâton maintenant, puisque finalement, un petit peu la même question. Si demain, tu devais recommencer la taxe carbone ou recommencer la hausse de la taxe carbone, quels seraient, disons, tes points de prédilection, tes secteurs ou tes points d'application de prédilection? Et puis peut-être, comme tu as botté en touche en disant peut-être, est-ce qu'il y a des alternatives également ou des secteurs sur lesquels, par exemple, il ne faut surtout pas mettre en place une taxe carbone, mais il y a peut-être d'autres instruments à mettre en place? Oui, alors effectivement, je pense que c'est peut-être utile pour répondre à cette question de revenir un petit peu sur le précédent épisode qu'on a connu et la période 2018-2019 qui a conduit effectivement à suspendre la hausse de la taxe carbone, puisque effectivement, comme tu le rappelais Benoît en introduction, la taxe carbone existe toujours en France et dans beaucoup d'autres pays effectivement également. Il y a eu à ce moment-là une crispation autour des prix de l'énergie, à la fois liée à la hausse de la matière première elle-même, le prix du baril à l'époque, fin 2018, mais aussi autour de la taxe carbone, puisque un certain nombre de nos concitoyens ont découvert à ce moment-là l'existence de cette taxe qui était jusque-là passée relativement inaperçue, pour plusieurs raisons, à la fois parce que son niveau propre était relativement bas, et à la fois parce que les prix de l'énergie aussi dans les années qui précédaient étaient relativement bas. Et donc, sur la fin de l'année 2018, on a finalement un grand débat qui a émergé sur cette question et plusieurs critiques qui ont été émises à ce moment-là à l'encontre de la taxe carbone. Et je pense que c'est utile de revenir sur ces différentes critiques pour bien comprendre à la fois ce que la taxe carbone a comme avantage, et cela a été dit, bien sûr, son principal avantage, c'est d'influencer les comportements. C'est un peu le principe du pollueur-payeur. Et donc, effectivement, de ce point de vue, ça semble assez
assez logique, assez naturel. On a un problème, c'est la pollution, en l'occurrence, c'est les émissions de CO2 et on cherche à les diminuer. Et donc, de ce point de vue-là, le principe semble assez naturel. Mais pour autant, dans la pratique, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas aussi simples que ça et de critiques qui étaient adressées à la taxe qui étaient assez justifiées. La première, c'est peut-être le manque de transparence. Je le disais, beaucoup de gens ont découvert à ce moment-là l'existence de la taxe et au fond, ça révèle le fait qu'il n'y a pas vraiment eu de débat au moment de l'instauration de cette taxe sur ses objectifs, sur cet objectif de modification des comportements d'une part, mais aussi sur l'utilisation des recettes de la taxe. Et il y a eu un grand débat à ce moment-là sur mais à quoi finalement servent les recettes de la taxe. Est-ce que c'est pour financer les trous dans le budget de l'État? Est-ce que c'est pour financer la transition écologique? Et en fait, ce débat n'a pas été tranché parce que tout simplement, quand la taxe a été créée, finalement, il n'y avait pas vraiment eu de débat de ce côté-là. La taxe a été créée pour inciter à moins consommer d'énergie fossile, mais au moment où elle a été créée, on ne s'est pas trop préoccupé d'un débat sur l'utilisation des recettes. Autre problème majeur, en plus de la transparence, c'est probablement la justice. La justice de cette taxe, à plusieurs degrés, je dirais. Premier degré, en tout cas c'était vrai à l'époque, pourquoi est-ce que les consommateurs, les particuliers, les ménages, qui étaient les principaux payeurs effectivement de cette taxe, pourquoi payent-ils moins que les entreprises? À l'époque, sur le marché européen des quotas, qui est la principale mesure pour les entreprises, les obligeant à payer un prix du carbone, le prix était effectivement plus bas que le prix de la taxe en France. Et puis par ailleurs, on avait à l'époque, et on a toujours, un certain nombre de secteurs qui sont exemptés de toute fiscalité carbone. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres mesures par ailleurs, mais en tout cas, effectivement, il y a cette question de justice et d'équité entre les secteurs qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'avait pas été débattue en tant que telle. Et deuxième élément de justice, à mon sens très important, et peut-être probablement le plus sensible, c'était effectivement de constater que la taxe carbone pèse en proportion plus sur les ménages les plus modestes. Puisque la part de l'énergie dans le budget des ménages, elle est évidemment plus importante pour les ménages modestes que pour les ménages les plus aisés. Les ménages les plus aisés consomment plus d'énergie au total, mais par contre, en proportion de leurs revenus, ça représente une part de leurs dépenses qui est plus faible. Et donc, avec cette grille d'analyse-là, eh bien, effectivement, on pouvait se dire, mais cette taxe pèse plus sur les ménages modestes et de ce point de vue, elle est injuste. Et donc ça, je pense que ces deux principales critiques, la transparence sur le but de la taxe et l'utilisation des recettes d'une part, et puis la critique de son injustice, en quelque sorte, injustice entre les secteurs économiques et les ménages et injustice entre les ménages eux-mêmes, c'est un vrai problème qu'il faut régler. Alors, si on devait relancer la taxe carbone, qui effectivement est un outil puissant, parce qu'on entend parfois dire, effectivement, comme il n'y a pas d'alternative, comme il n'y aurait pas d'alternative à un moment donné pour les ménages au fait de prendre leur voiture, et effectivement, dans un certain nombre de cas, c'est vrai, c'est pas toujours vrai, c'est pas vrai pour tous les ménages, mais dans un certain nombre de cas, bien sûr, il y a beaucoup de ménages qui, au moment où ils font le plein à la station-service, effectivement, ils n'ont pas d'autre choix que de faire le plein, ils n'ont pas d'autre alternative. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, sur plusieurs années, quand vous êtes amené à changer de voiture, parce qu'elle est obsolète, quand vous êtes amené à peut-être déménager parce que vous changez professionnellement d'emploi, vous allez vous poser des questions de où est-ce que je vais habiter, quel mode de transport je vais utiliser. Et là, à ce moment-là, vous pouvez être influencé évidemment aussi par les questions du prix des énergies. Donc, cette question de savoir est-ce que la taxe carbone permet vraiment d'influencer les comportements, c'est une question qui n'est pas si simple. Elle les influence, et elle les influence d'autant plus à certains moments clés de la vie. Donc, de ce point de vue-là, elle est efficace. Mais pour qu'elle soit juste, et ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu si on devait la relancer, c'est que c'est un instrument efficace, mais pour qu'il soit juste, il y a un certain nombre de conditions. Et à mon sens, sans rentrer trop dans les détails, mais cela est décrit je dirais, avec beaucoup de mots et d'illustrations dans une note qui avait été publiée de manière conjointe Paris 4CE et Terra Nova à l'époque en 2019. Eh bien, une des manières de régler ce problème, ce serait effectivement de reverser les recettes de la taxe carbone aux ménages les plus modestes, de sorte à justement supprimer cet effet d'injustice
que j'évoquais tout à l'heure. Et par ailleurs, on pourrait aussi imaginer que ces recettes puissent en partie être utilisées. Il faut trouver dans quelle proportion. C'est une question de trouver le bon équilibre entre le reversement aux ménages et le financement de la transition écologique, puisqu'on sait que nous sommes en retard sur le volume d'investissement dont nous avons besoin. Donc ça pourrait être aussi un débouché pour sortir de la taxe carbone. Voilà, ça c'est si on devait relancer la taxe carbone. Et après, c'est pour ça que j'ai répondu peut-être tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'autres mesures qu'on peut imaginer, et cette fois sectorielles, parce que la taxe carbone a un avantage, c'est qu'elle peut s'appliquer à beaucoup de secteurs, j'allais dire presque indifféremment. Mais par contre, on peut aussi imaginer beaucoup d'autres mesures en faveur de la transition écologique, elles sectorielles, qui pourraient nous permettre aussi d'arriver à nos objectifs de réduction des émissions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la taxe carbone est un outil efficace. Il faut avoir un débat démocratique là-dessus pour savoir comment, le cas échéant, on pourrait utiliser cet instrument dans cette idée de justice sociale qui me semble vraiment fondamentale. Mais si jamais ce débat n'aboutissait pas, ou si on n'avait pas en créé les conditions, il ne faut pas rester l'arme au pied. Il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut mettre en place et qui peuvent être aussi tout à fait efficaces du point de vue de la transition écologique, mais qui posent aussi des questions en matière de justice sociale. Okay, pour aller dans le sens Carole, oui. Pour aller dans le sens de ce que disait Antoine sur l'enjeu d'une taxe carbone juste, ce qui est intéressant, c'est de noter que ce n'est pas qu'une réflexion française ou même européenne, puisque en fait, en 2017, il y a un groupe d'entreprises dont Total Energy a fait partie, et d'ONG et de leaders politiques qui, aux États-Unis, pays qui n'est pas particulièrement fan de sujets de taxes, avait du coup inventé le sujet de carbone dividende, le dividende carbone. Au lieu de parler de taxe carbone, ils parlent de dividende carbone. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, leur idée, c'est que ça marche exactement comme une taxe. Tout le monde paye en fonction de sa consommation. Mais l'idée, c'était qu'effectivement, ensuite, ce fonds, en fait, était reversé équitablement, là, non pas par consommation, mais par personne, ou par ménage, au ménage. Et puis d'ailleurs, une partie étant aussi prélevée pour compenser la perte de taxes qu'aurait eu l'État, puisque l'idée étant qu'évidemment, ça fasse diminuer les consommations. Donc, leur idée, c'était on taxe tout le monde sur la consommation, ça fait baisser la consommation, on compense l'État qui a perdu au passage un peu de TVA, et on redonne à chaque ménage de façon uniforme ce dividende, tout ce qui reste de ce carbone dividende, ce qui a un effet aussi social, puisque du coup, les ménages les plus pauvres touchent à proportion plus que les ménages qui gros revenus et qui auront consommé beaucoup d'énergie. Je trouvais que cette idée était intéressante, surtout venant des États-Unis, et ça montre que je pense que c'est aussi un travail pour sortir du terme taxe qui, évidemment, fait en général pas envie, mais bien parler de dividendes, c'est-à-dire que c'est un effort que fait chacun, mais qui est reversé finalement à tous pour aller dans le sens d'une construction, de moins de carbone. Donc, en tout cas, je pense que je crois que c'est ce que disait Antoine aussi, sur l'enjeu de la pédagogie, quand on met en place un dispositif comme ça économique, que chacun puisse comprendre à quoi ça sert et pourquoi c'est vertueux. Et on n'est jamais très heureux de payer ces taxes, sauf si on sait que ça sert quand même à assurer un certain nombre de services indispensables, d'éducation, de police, de soins, etc. Et là, ici, de services qui nous aident à nous décarboner. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce mécanisme proposé par la coalition américaine permettait d'assurer la transparence finalement sur à la fois les recettes et les dépenses en faveur de la transition. C'est un petit peu finalement, c'est peut-être à ça que répond le budget vert, enfin l'annexe environnementale au PLF qui va être publié. J'ai pas regardé si c'était publié, ça y était pas il y a 48 heures, mais qui normalement devrait être publié pas trop loin de la publication du PLF, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, mais qui normalement permet évidemment aux parlementaires, mais dans un monde idéal également à tout citoyen désireux de s'informer, de comprendre justement combien l'État prélève au nom du climat et combien l'État restitue au nom du climat et à quel type de population. Donc c'est peut-être aussi quelque chose, enfin disons, c'est peut-être une avancée française à saluer, disons cette annexe environnementale qui n'existait pas en 2018 et qui maintenant existe. Alors,
Je ne sais pas si vous avez lu les annexes environnementales des années précédentes, je ne sais pas combien de citoyens téléchargent ces annexes environnementales, combien de députés et de sénateurs les téléchargent. Vaste sujet, on pourra peut-être en reparler avec les représentants du peuple, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Après, la question, c'est est-ce que c'est exploité ? Mais enfin voilà, si vous avez des réactions sur cette annexe environnementale, sur ce soi-disant budget vert, comme on dit, elles seront bienvenues. J'ai peut-être aussi une question. Alors j'ai une question dans le chat, je vous la livre en pâture tout de suite. La taxe carbone ne signifie-t-elle pas l'appauvrissement des consommateurs ? Alors voilà, ça, et j'aurais envie de rajouter quelque chose dessus. En fait, si vous l'avez dit, ça va changer la demande, donc quelque part, il y a un impact sur les consommateurs. On a beaucoup parlé ménage, et donc ça m'intéresse, votre réponse, disons, à cette question m'intéresse, et puis je vais l'augmenter en disant finalement, il y a aussi un impact sur les entreprises. Et typiquement, pour une entreprise, comme au hasard un Total Energy, mais ça pourrait être d'autres, finalement, quel est l'impact de la taxe carbone sur une entreprise ? Est-ce que c'est même pas mal parce qu'on repasse le coût au consommateur, ça renvoie le ballon vers le consommateur, ou est-ce qu'au contraire, ça modifie les relations, au hasard, avec, disons, dans les processus de décision interne, les relations avec les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Bref, là, qu'est-ce que ça change en vrai, une taxe carbone ? Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, non. Et si ça change quelque chose, qu'est-ce que ça change ? Question très libre, voilà. Et Carole, Antoine aussi, ton avis sur le sujet m'intéresse, sur les deux volets, voilà, sur budget vert, impact sur les consommateurs et les entreprises. Carole ? Je peux peut-être commencer par l'impact pour les entreprises. Peut-être une chose qui distingue les entreprises des ménages, c'est que, il y a plusieurs catégories d'entreprises, mais dans les entreprises qui sont très énergie intensives, comme déjà le coût de l'énergie représente beaucoup, il y a eu déjà beaucoup de travaux d'efficacité énergétique qui ont été faits. Donc c'est pour ça que pour toutes les entreprises qui sont très très grosses consommatrices d'énergie, évidemment, la question du coût de l'énergie est cruciale et un des enjeux de leur compétitivité passe par là. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait un accompagnement de ces entreprises-là pour éviter des perturbations trop fortes et éviter aussi du dumping par rapport à d'autres pays qui n'exerceraient pas le même genre de coûts sur l'énergie et sur le CO2 produit. Parce que peut-être qu'il faut se le redire, se le rappeler. On est en train de parler de dispositifs là, qui sont a priori des dispositifs nationaux pour baisser nos propres émissions. En France, on émet à peu près 450 millions de tonnes de CO2. Disons que dans ce qu'on émet, il y a à peu près 100 millions de tonnes qui servent à des produits qu'on va exporter. Mais nous, on en importe par notre consommation 350. Donc, au total, finalement, notre vrai impact carbone, il est de 350 plus 350, donc 700 millions de tonnes de CO2. Et donc, il faut qu'on soit attentif au fait que nos entreprises sont en concurrence, avec des entreprises en Europe ou hors Europe. Et dès qu'on a finalement des taxes, des conditions, je dirais, que ce soit d'ailleurs des conditions sociales ou environnementales qui sont très, très différentes, le pire arrive, c'est-à-dire que finalement, les entreprises ne peuvent plus se développer sur notre territoire et les produits d'autres entreprises arrivent finalement sur nos marchés. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même qu'on s'intéresse à ce qu'on doit faire en tant que pays sur la demande, parce que l'enjeu est de ne pas favoriser finalement cette fuite d'activités vers des pays qui sont moins disants en matière de carbone. Et c'est bien en fonction de la demande qu'il faut intégrer cette question du CO2. Et donc, pour répondre pour les grandes entreprises, les grandes ou pas grandes d'ailleurs, mais celles qui sont énergie intensives, pour lesquelles l'énergie est très impactante, comme c'est très important, elles ont travaillé depuis longtemps sur l'efficacité énergétique de leurs produits, de leurs services. En revanche, on voit bien que sur beaucoup d'autres entreprises ou les ménages, on est tous un peu pareil. En fait, à part justement pour des ménages précaires et sur lesquels il y a des situations particulières à gérer, un peu comme les énergies énergo-intensives finalement, pour qui l'énergie représente une grosse partie de leurs revenus. Donc là, c'est là où il faut une attention particulière pour pas que ces personnes se retrouvent dans des situations invivables, comme les entreprises énergo-intensives.
Mais pour la plupart des entreprises ou des ménages, finalement, l'énergie est une petite partie de l'ensemble de nos dépenses. Et donc, c'est là où il faut pouvoir rationaliser le fait qu'il ne faut pas gaspiller cette énergie et donc prendre plus conscience du vrai coût de cette énergie qu'on consomme sur la planète. Antoine? Oui, alors peut-être sur beaucoup de questions que j'ai notées. Au passage, sur le budget vert, je pense que c'est positif en termes de transparence. Effectivement, moi, ce que je regrette, c'est que on n'est pas avancé, par contre, pas beaucoup avancé, en tout cas, sur la question de la suppression des niches fiscales, d'un certain nombre de niches fiscales qui profitent aujourd'hui à un certain nombre de secteurs. Et donc, il ne faut pas les supprimer brutalement, bien sûr, parce que derrière, il y a des secteurs, y compris qui sont dans des situations économiques délicates. Mais en tout cas, je pense qu'il faut engager quand même résolument la trajectoire de suppression de ces niches fiscales carbone, en quelque sorte, avec des mesures d'accompagnement, y compris, pourquoi pas, un autre accompagnement fiscal. Mais ça, je pense que on devrait aussi l'identifier clairement dans le budget vert et identifier la progression d'une année sur l'autre. Peut-être sur la question de la taxe carbone, est-ce que c'est l'appauvrissement des consommateurs? C'est une question intéressante. Je pense qu'il y a plusieurs éléments derrière ça. Le premier élément, c'est peut-être de dire l'objectif de la transition écologique, c'est qu'on réduise nos consommations d'énergie fossile. Et donc, partant de là, effectivement, d'une manière ou d'une autre, j'allais dire, les consommations d'énergie fossile vont devenir plus chères. Ça peut être par le biais de la taxe carbone, mais si vous y pensez un peu différemment, si on décide de prendre des mesures d'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie dans les logements, ça a plutôt tendance à renchérir le coût de la construction. C'est normal, ça fait des bâtiments plus complexes avec parfois plus de manœuvres, plus de matières premières, etc. Et donc, vous pouvez considérer que le coût de ces mesures d'efficacité énergétique, en quelque sorte, c'est aussi un appauvrissement des consommateurs. Mais globalement, à partir du moment où le but de la transition écologique, c'est effectivement de diminuer les consommations d'énergie fossile, on a cet effet-là. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on vivra moins bien demain. Au contraire, d'ailleurs, je pense que c'est très important de dire que la transition écologique, c'est aussi un véritable progrès. Et c'est une question de réorientation des consommations, mais je ne parlerai pas forcément d'appauvrissement. Voilà, pour être un peu caricatural, demain, on prendra peut-être moins sa voiture, moins l'avion, mais peut-être qu'on ira plus souvent au théâtre et au cinéma. Et donc, je ne suis pas sûr que, in fine, ce soit vraiment un appauvrissement. Deuxième élément, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai enjeu de société à ce que ce ne soit pas considéré comme tel. Voire même que ce soit désirable. Et par ailleurs, le deuxième point, c'est peut-être, je pense qu'il faut pas confondre celui qui paye la taxe physiquement et celui sur qui elle retombe in fine. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce sont les entreprises qui payent la taxe que ça n'a pas un impact in fine sur le consommateur. Même dans la plupart des cas, en fait, ça en a un. Et donc, quand on parle de fiscalité carbone ou quand on parle de normes, d'ailleurs, en faveur de l'environnement, ça va souvent, très souvent, in fine, avoir un impact sur le consommateur. Je prends un exemple, mais on a tendance à se focaliser sur la taxe carbone parce qu'évidemment, dans ce cas-là, elle est très visible pour le consommateur. Ça, voilà, le litre à la pompe, on voit tout de suite l'impact de la taxe carbone. Mais si vous y pensez autrement, par exemple, dans le secteur, les grands secteurs industriels qui sont taxés sur le marché européen du carbone, eh bien, in fine, répercutent aussi les prix sur le consommateur. Mais c'est quand même plus logique de faire comme ça parce que voilà, il vaut mieux taxer l'acier, il vaut mieux taxer les aciéries que les poêles à frire. C'est beaucoup plus simple, effectivement, de mesurer les émissions de CO2 au niveau des aciéries que de mesurer le contenu carbone de chaque poêle à frire qui est vendu sur le marché européen. Donc c'est pour ça qu'il y a des choix qui sont faits en termes de, je dirais, de conception de la fiscalité carbone qui parfois portent sur les entreprises, parfois portent sur les ménages. Et dans tous les cas, à la fin, le prix des poêles à frire, si le prix du carbone augmente, le prix des poêles à frire va augmenter. Et donc ça, pourquoi je prends cet exemple, c'est je pense qu'il faut de toute façon penser que la transition écologique va conduire à renchérir soit de manière évidente, soit de manière un petit peu plus discrète, mais in fine va aboutir à renchérir le coût si on veut sérieusement atteindre nos objectifs, à renchérir le coût d'un certain nombre de consommations.
il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Il faut qu'on pose le débat. Il n'y a aucun choix qui est totalement neutre du point de vue de la justice sociale, mais il y a aussi des solutions, comme je disais tout à l'heure. On peut soit redistribuer des revenus, accompagner les ménages modestes, évidemment, aider à l'investissement dans des logements qui consomment moins, des véhicules qui consomment moins. Donc derrière, il y a des choix politiques à faire, et évidemment, à mon sens, il faut les faire en faveur de la justice sociale. Mais ce n'est pas parce que la taxe se fait au niveau des entreprises ou au niveau des consommateurs que c'est dans un cas indolore pour les consommateurs et dans l'autre cas non. Mais pour reprendre l'exemple de la poêle à frire d'Antoine, attention parce que ça va nous amener au sujet du fameux CBAM, enfin du mécanisme d'ajustement aux frontières, parce que en fait, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé déjà malheureusement ces dernières années, c'est que finalement, comme on a quand même un certain niveau d'exigence, de qualité sociale, environnementale dans nos productions en France et en Europe, on finit par importer des poêles à frire chinoises qui, elles, sont avec un coût du travail et un coût de l'impact environnemental beaucoup plus faible et malheureusement qui font tourner leurs centrales électriques indispensables pour produire ce genre de trucs avec du charbon. Je traduis pour nos auditeurs. CBAM, c'est un mécanisme d'inclusion carbone, donc ajustement carbone aux frontières, visant à rétablir le différentiel de coût entre disons le coût du carbone en Europe et le coût du carbone à l'extérieur. Voilà. Désolé, Carole, allez-y, poursuivez. Oui. Voilà. Non, mais je pense que ça n'enlève rien à l'obligation de l'Europe et de la France, de chaque pays, de faire un effort pour réduire ses émissions. Il faut qu'on soit conscient que notre vrai enjeu, c'est de réduire notre empreinte. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur la question de la demande. C'est-à-dire que si par notre consommation et nos modes de régulation économique, on baisse nos émissions, mais qu'on ne baisse pas notre empreinte, parce qu'en fait, on continuera à importer, par exemple, des produits qui, eux, émettent tout autant, voire plus, de carbone, on aura tout faux. C'est-à-dire qu'on n'aura pas résolu le problème environnemental qu'on doit résoudre et on aura potentiellement appauvri notre économie. Donc, le sujet, c'est bien de pouvoir faire de revoir notre système productif pour produire de façon plus décarbonée, mais surtout consommer de manière décarbonée. Donc, je me permets d'insister sur effectivement ce sujet de modifier notre demande énergétique qui passe par effectivement du coup tout un lot de transformation et de transformation, comme disait Antoine, je suis d'accord, qu'on peut vivre parfois comme des contraintes parce qu'il faut s'ajuster, mais qui sont pour beaucoup d'entre elles tout à fait désirables finalement. Ça passe par je prends l'exemple même des véhicules électriques. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas abordable par tout le monde, dans toutes les conditions, parce que c'est encore cher, etc. Pour ceux qui ont la chance d'en conduire de temps en temps, c'est des véhicules très agréables à conduire. Donc, on voit bien qu'en fonction des sujets, on va trouver des alternatives qui peuvent être décarbonées et qui répondent parfaitement, voire mieux, même aux usages, finalement, à ceux dont on a besoin. Et la question aujourd'hui, c'est leur compétitivité. Il faut arriver à faire baisser les coûts de ces solutions alternatives. En vous écoutant tous les deux, j'ai envie de vous poser une question parce que alors vous avez un petit peu tourné autour du pot, on va dire. J'ai envie de vous poser la question de l'Europe. Finalement, alors Carole, vous avez parlé donc du CBAM, donc de l'ajustement carbone aux frontières, qui, sauf erreur de ma part, est un mécanisme qui serait décidé au niveau européen et pas au niveau des frontières de la France. Alors, est-ce que c'est quelque chose justement qui serait utile de mettre en place, inutile, etc. Pareil, oui, mais ça donnerait un prix au carbone quelque part. Et puis, pour élargir peut-être un peu aussi la discussion au niveau européen, est-ce qu'une solution, ça serait pas de laisser tomber ou entre guillemets de déporter la discussion franco-française sur la taxe carbone en la déportant vers l'Europe et en se disant finalement, est-ce que la bonne chose pour assurer à la fois une équité entre les pays de l'Union européenne et quand même donner un prix du carbone, c'est pas donner un prix du carbone européen, donc par exemple mettre, au hasard, le bâtiment et les transports dans le système européen d'échange de quotas, qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on est à des niveaux de prix autour de 60 € par tonne, ce qui aurait le grand mérite d'éviter un grand débat national sur les mérites et désavantages comparés de la taxe carbone, mais créerait peut-être aussi d'autres problèmes. Voilà, je vous soumets cette idée. Voilà, est-ce que l'Europe, finalement, quel rôle peut jouer l'Europe dans cette discussion qui peut paraître un peu franco-française, ou en tout cas pays par pays?
Allez, qui se lance? Antoine? Je peux me lancer peut-être. Alors sur la question industrielle, hein, la question de l'ajustement carbone aux frontières. Bien sûr, je pense que l'Europe est le niveau auquel cela doit se décider, et je partage tout à fait ce qui a été dit par Carole. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu c'est effectivement celui de notre empreinte au total, et on aura tout perdu si jamais on devait mettre en place des mesures qui seraient sans effet parce que toute notre industrie aurait déménagé dans des régions du monde où les normes ne sont pas aussi fortes, que ce soit sur le plan environnemental ou évidemment sur le plan social. Donc, il y a un enjeu mondial en réalité qui est de rééquilibrer le commerce international et de faire en sorte que les normes sociales et les normes environnementales que nous souhaitons imposer en Europe s'appliquent aussi aux produits que nous importons, le cas échéant, ce qui est assez simple une fois que je l'ai dit comme ça, mais extrêmement compliqué à faire en pratique. Mais il y a là un vrai enjeu qui est un enjeu géopolitique, à mon avis, tout à fait majeur. Et au fond, il est majeur parce que on revient en quelque sorte sur à mon sens, ont été ces dernières décennies, c'est-à-dire le phénomène de mondialisation qui a plutôt abouti justement à favoriser le consommateur par rapport aux travailleurs, aux salariés, c'est-à-dire que le consommateur a gagné en pouvoir d'achat grâce à des produits moins chers qui venaient d'ailleurs, grâce notamment à des normes plus faibles ailleurs. Et au fond, tout l'enjeu de la transition écologique, c'est de rééquilibrer ce rapport-là pour des raisons d'émissions de CO2, mais ce faisant, je crois que on va aussi avoir en quelque sorte un rééquilibrage des relations entre les consommateurs et les travailleurs, qui sont souvent la même personne, hein, mais qui n'ont pas toujours, mais pas toujours. Et je pense que c'est important d'aller dans ce sens-là. Et donc l'Europe a évidemment un rôle à jouer. Je pense que le mécanisme d'ajustement carbone, c'est une idée qui va dans le bon sens. Il faudra voir les modalités proposées par la Commission européenne. Sont-elles suffisantes? Seront-elles efficaces? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas sur le principe, je pense que c'est tout à fait nécessaire et que l'Europe est le bon niveau pour le faire, parce que effectivement, c'est à ce niveau-là que se joue la concurrence, évidemment, pour les industriels. Je suis par contre plus sceptique sur le deuxième point que tu évoquais, Benoît, c'est-à-dire un certain nombre de consommations, les consommations qui se font vraiment au niveau des ménages, pour le coup, que sont les consommations de chauffage, de carburant. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de sujet de concurrence intra-européenne, c'est-à-dire que c'est rare quand même que quelqu'un déménage dans un autre pays d'Europe parce que le carburant y est moins cher ou parce que le prix du chauffage il est moins cher. C'est pas pour dire que ça ne peut pas avoir un impact important sur un budget, mais généralement, c'est pas pour cette raison qu'on déménage d'un pays à l'autre, contrairement à ce que font les industriels. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est une mauvaise idée, et là je pense que ce qu'a proposé la Commission européenne est une mauvaise idée, d'inclure ces secteurs dans un marché européen, parce que justement, on en revient un peu à ce que je disais en introduction, la nécessité d'un débat démocratique sur comment on utilise les recettes de la taxe carbone. Et ce qu'on observe quand on regarde un peu tous les pays d'Europe et du monde, c'est que la réponse à cette question varie complètement selon les pays. Et donc, je pense qu'il vaut mieux avoir ce débat démocratique en France, on n'aura peut-être pas la même réponse que nos voisins. Voilà. Merci Antoine. Carole, je regarde le temps en même temps. Nous rendons l'antenne dans quelques minutes. Je ne suis pas experte exactement là dans le détail de tous ces sujets, parce que c'est vrai que ça devient compliqué, mais je pense qu'on peut assez vite être d'accord sur de toute façon, il y a des choses à faire au niveau national, il y a des choses à faire au niveau européen. C'est notre cadre de marché, c'est quand même très important qu'il y ait des choses qui se définissent là. Et puis, il y a des choses à faire avec de la coopération internationale avec les autres pays hors Europe. Et on parle de taxes, mais je pense qu'il faut aussi parler, c'est de oui, mais nécessaire, mais pas que suffisant, de toutes les autres actions, et notamment, évidemment, le développement des énergies renouvelables, qui est un sujet mondial. L'éradication du charbon aussi, par le gaz, ça fait partie vraiment des sujets sur lesquels on voit qu'à court terme, on pourrait sans doute économiser déjà un certain nombre de gigatonnes à l'échelle mondiale si on transformait les centrales à charbon par des centrales à gaz. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qu'on doit faire pour pouvoir, en France, en Europe, dans le reste du monde, se donner accès à des énergies moins carbonées. Donc, et là encore, il y a quel numéro de téléphone?
Il y a quand même des organisations internationales pour traiter ces sujets-là. Il y a des sujets de transfert aussi, peut-être de financement. Dans l'accord de Paris, il était prévu que les États justement développés, qui ont eu la chance de se développer grâce à ces énergies formidables que sont les énergies fossiles, mais cet inconvénient majeur de aussi créer du CO2 dans l'atmosphère, eh bien, participent à l'aide au développement des pays du Sud qui sont, en les aidant à accéder tout de suite aux énergies renouvelables, aux énergies bas carbone. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets de taxes, mais il y a aussi des sujets d'accompagnement, de subventions pour créer finalement des conditions de marché qui seront moins décalées par rapport à l'externalité que représente le CO2. Bien, super. Ben, merci à tous les deux. Je tente une synthèse en même pas 1 minute chrono. Ce que j'ai retenu, enfin, disons les mots qui sont revenus dans votre bouche. Alors, j'entends bien, j'ai bien entendu la question de l'empreinte carbone. Enfin, ne nous trompons pas de combat, c'est compliqué. C'est la question de l'empreinte carbone avant tout. Donc, il y a cette petite question. L'Europe, j'ai bien entendu, oui, c'est une pièce importante du dispositif. Oui, côté ajustement aux frontières, côté intégrer les secteurs dans l'ETS, faut peut-être un petit peu faire attention. Les mots que j'ai entendus aussi, c'est transparence sur finalement l'utilisation des recettes et puis accompagnement. Ça, je pense que c'est peut-être le mot que vous avez le plus prononcé. Comment on accompagne, comment on fait pour accompagner les ménages, les entreprises. Et puis, il y a une idée que je retiens également, c'est finalement la stratégie de sortie des niches fiscales. Finalement, vous avez parlé tous les deux dans votre introduction, finalement, en fait, il faut assurer une sorte de convergence, faire en sorte qu'il y a des niches fiscales qu'il faut peut-être abolir ou en tout cas raboter très sérieusement, peut-être pas du jour au lendemain, mais finalement, c'est un peu la stratégie de sortie. Et là, dans ce que j'ai pu voir dans la communication des pouvoirs publics, il n'y a malheureusement pas grand-chose. Dans le plan d'action de Bercy, par exemple, ou dans le budget vert, on voit pas grand-chose sur la stratégie de sortie des niches fiscales. Donc, c'est peut-être une première étape, finalement, enfin, quelque chose à activer assez rapidement pour relancer la taxe carbone. On va en rester là. Je tiens à vous remercier tous les deux pour vos points de convergence qui, peut-être de façon contre-intuitive, ont été finalement assez nombreux. Voilà, quelques divergences, et c'est normal, mais en tout cas une discussion que j'ai trouvée utile et intéressante. Et nous allons passer à la table ronde suivante, la 21e heure, et ça va nous remettre un petit peu dans le bain puisqu'on va parler de modifier la demande, enfin, quelle responsabilité individuelle face au changement climatique. Voilà, je vous remercie et je rends l'antenne. Bientôt. Au revoir. Au revoir.